Dans la vidéo précédente, on avait déterminé la vitesse en P, le point qui est ici, de 2, le solide qui est là, par rapport à 1, celui qui est ici. Donc la question qui nous est posée, question 1, c'est de déterminer le vecteur densité surfacique au niveau du point P de l'action du solide 1 sur le solide 2. Et donc comme on se place en glissement, il faut qu'on détermine cette fameuse vitesse de glissement pour pouvoir appliquer les lois de Coulomb. Donc c'est ce que l'on va faire maintenant. On a vu que la vitesse en P, elle était portée par le vecteur ici y1 pardon, y2 ici. Donc on avait vu que la vitesse était portée par y2 avec x2 comme ceci et bien sûr z2 qui est dans le même sens que le z qui est ici. Donc je vais avoir une action normale, donc f de p de 1 sur 2, enfin l'intensité surfacique de force va être, comme on me le propose d'ailleurs dans le sujet, va être composée d'une action de pression de contact, ici, donc Qn de 1 sur 2, et ça sera porté par Z, plus une action tangentielle, donc que j'appelle ici T de 1 sur 2, et ça, ce sera porté par Y2. Alors, les lois de Coulomb nous disent quoi? Eh bien, nous disent que tout simplement cette action tangentielle, alors je vais l'appeler T de 1 sur 2, et bien donc T de 1 sur 2 vectoriel V de P lié à 2 dans son mouvement par rapport à 1 égale vecteur nul. Donc ça nous donne l'information de direction et que l'on sait que l'action tangentielle sera selon l'axe Y2, ce qui nous permet de justifier ça. Ensuite, on va avoir T de 1 sur 2 scalaire V de P de 2 par rapport à 1 égale vecteur nul. Et ça, pardon, ici, négatif, c'est un scalaire, je fais un produit scalaire, et que c'est négatif, ça veut donc dire que si ma vitesse en P de 2 par rapport à 1 est comme ça, alors l'action de 1 sur 2 sera dans ce sens. Donc ça, c'est l'information de sens. Et enfin, ce que je sais, c'est que la norme de T de 1 sur 2 sera égale, alors ça je vais l'appeler l'action normale de 1 sur 2, sera égale à F fois la norme de 1 sur 2. Donc cette action, ceci est vrai uniquement si je suis en glissement, c'est-à-dire si mes disques commencent à glisser les uns par rapport aux autres. En adhérence, on a ici une relation d'infériorité. Donc à partir de là, je peux représenter graphiquement mon action. Donc Z, X, Y. On avait dit ici notre point P. Et ici, je vais avoir l'action T de 1 sur 2. Et ici, je le mets en pointillé, on part dans ce sens, N de 1 sur 2. Alors, pourquoi je mets l'action N de 1 sur 2? Eh bien, en fait, je mets comme ça, mais ça nécessiterait quand même quelques explications, et pour le bien faire, il faudrait avoir isolé complètement 2. On voit en fait que le 2 subit une force F qui est dirigée suivant Z, plus Z. Ça veut donc dire que pour avoir un équilibre statique selon l'axe Z, il va falloir que 1 exerce sur 2 une action de type moins F. Et donc la normale ici va être dirigée selon moins Z. Donc si je mets mon repère local, ici j'ai Y2
ici j'ai Z2 égale Z, et ici dans cette direction j'ai X2, et il se trouve qu'il n'y a rien dans le plan X2. Donc finalement mon action de frottement au point P se situe comme ceci, et là je me retrouve avec F de P de 1 sur 2, et donc là je vois phi, l'angle de frottement. Donc voilà pour la mise en place de cette action, hein, de pression. Maintenant on me demande de déterminer la pression de contact Qn de l'effort presseur. Pour ça en fait il faut écrire l'équilibre partiel de 2, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ici je vais faire vite, hein. On isole 2, bilan des actions mécaniques extérieures. Bon, je ne vais pas toutes les lister, mais je vais dire, je vous laisse le faire, hein, ça vous avez l'habitude maintenant. On a l'action en F, on a l'action du couple C, et on a l'action de 2 sur 1, plus l'action de la pivot. Et ici, je vais simplement écrire ce PFS partiel, qui va être la somme des forces en projection suivant l'axe Z, qui est égal à 0. Donc ici, je mets PFS partiel, et on va écrire somme des forces extérieures à 2 égale 0, et tout ça en projection suivant Z. Donc j'ai qu'une seule équation à écrire, et cette équation se résume à F, c'est l'action extérieure que vous avez là. Ici j'ai une liaison pivot glissant d'axe Z, donc je ne vais avoir aucune action supplémentaire. Et enfin je vais avoir l'action ici de 1 sur 2. Et cette action de 1 sur 2, ça va être tout simplement plus, alors je vais mettre ici moins Qn, ou non, alors deux façons de voir les choses en fait. Ici, tel que je l'ai dessiné, on a un Qn qui est négatif. Donc soit je décide de l'inclure directement, d'inclure le signe directement à l'intérieur de Qn, soit je le mets explicitement à l'extérieur. C'est deux façons de voir les choses. Donc ici j'ai décidé que j'allais le mettre explicitement, hein, alors je peux corriger ici, hein, je vais mettre moins Qn, et du coup je vais mettre moins T. Donc je tiens compte explicitement des signes négatifs. Ça veut donc dire que Qn sera une valeur positive, et T également ici. Dans ce cas-là, je vais avoir Qn multiplié par la surface des disques en contact. Tout ça, alors pardon, ici c'est porté par Z, et tout ça en projection sur Z égale 0. Donc je vais avoir en fait F ici égale Qn sur S fois S, et donc je vois que Qn est tout simplement égal à F sur S. Donc voilà l'intensité de l'effort presseur. Bon, ça s'entend facilement, hein. J'ai une force ici qui se répartit sur une surface de contact qui est la surface ici commune aux deux disques. Donc on se retrouve homogène à une pression. Donc voilà. Ici ça nous emmène à la question 2, et la question 3 fait l'objet d'une vidéo à part, puisqu'en fait elle est beaucoup plus longue à calculer.